Monsieur le Président, est-ce que l'entretien que vous venez d'avoir avec le président de la communauté, le général de Gaulle, vous permet d'envisager une reconstitution de la Fédération du Mali dans sa forme juridique première? Je préfère ne pas répondre à cette question et laisser l'avenir répondre pour moi. Avec plus de précision, Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de l'entretien que vous venez d'avoir avec le général de Gaulle? Je suis absolument satisfait des entretiens que nous venons d'avoir. Avez-vous accepté la médiation qui vous a été proposée par le général de Gaulle dans le différend qui vous oppose au gouvernant de la République du Sénégal? Et ce matin, j'ai répondu que nous sommes prêts à accepter toutes les médiations. Pensez-vous qu'il existe encore une possibilité de rapprochement au sein du Mali? Mais les possibilités peuvent toujours exister si, de part et d'autre, il y a la volonté de les chercher. Vous venez de dire, Monsieur le Président, que vous acceptiez toutes les offres de médiation. Est-ce que celle du président Houphouët-Boigny, vous la considérez également comme possible dans cette affaire? Nous accepterons toutes les médiations d'où qu'elles viennent. Je voulais vous poser une dernière question, Monsieur le Président. Une délégation de la République soudanaise, le président de l'Assemblée et le ministre du Commerce doit se rendre, ou s'est déjà, je crois, rendu auprès du gouvernement de la République du Niger. Pouvez-vous nous dévoiler le but de cette mission? Je fais une mise au point, ce n'est pas auprès de la République du Niger, c'est auprès de la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République de Libéria, la République de Guinée et la République de Haute-Volta. Pour une prise de contact, parce que vous savez, les grandes puissances nous donnent l'exemple et nos pays qui viennent d'accéder à la souveraineté internationale se doivent de profiter de l'exemple qui leur est offert. Quelles sont les instructions, Monsieur le Président, que vous comptez donner à votre délégation qui doit se rendre auprès des Nations Unies? Mais ces instructions ont trait évidemment aux problèmes qui intéressent le Mali et le Soudan. Concernant la prorogation des accords franco-maliens, est-ce qu'il en a été question au cours de votre entretien avec le général de Gaulle? Et non, mais en principe, on ne s'entretient qu'autour de questions qui sont posées ou bien qui se posent. Or, les accords franco-maliens subsistent et continuent à être appliqués et nous avons estimé qu'il était inutile de les évoquer. Mais d'abord, il y a un premier problème, c'est que le Mali doit continuer. Alors, pour les perspectives d'avenir, ça dépendra des autres États africains. Oui, mais comment envisagez-vous de reconstituer réellement les organes institutionnels du Mali? Et non, il ne s'agit pas de reconstitution. On reconstitue ce qui a été détruit. Pour nous, si tous les députés fédéraux étaient libres, l'Assemblée siégerait. Et si certains ministres n'étaient pas séquestrés chez eux, le gouvernement aurait eu plus que le quorum normal. Par conséquent, nous estimons que le temps fera les choses dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire que le Mali, qui est une réalité juridique et politique, continue sa voie. Pouvez-vous d'ores et déjà nous préciser jusqu'à quand va durer votre séjour à Paris? Je rentrerai au Soudan par le premier avion. Et vous n'aurez pas d'autre entretien avec le général de Gaulle? Eh bien, il a tellement d'occupations que je ne voudrais pas le déranger puisque nous avons fait un large tour d'horizon de tous les problèmes qui m'ont amené à Paris. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ici, le Palais de l'Élysée à Paris, radiodiffusion d'outre-mer, au micro, Francis Perret. Voici le discours prononcé par le président de la délégation du Mali, ministre de l'Éducation nationale du Mali, à la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un mois à peine après sa proclamation, la République du Mali a sollicité son admission à l'UNESCO. Elle est particulièrement honorée d'avoir été acceptée comme membre de cette organisation internationale, à l'action de laquelle
elle collaborait déjà indirectement par l'intermédiaire des services du gouvernement français. Aussi, mon gouvernement, pour marquer toute sa satisfaction et tout l'intérêt qu'il porte à l'UNESCO, m'a fait l'honneur de me désigner pour conduire sa délégation à la présente session. Notre délégation comprend en outre M. Amadou Hampâté Bâ, directeur de l'Institut de la recherche scientifique du Mali, grand spécialiste des traditions africaines, bien connu dans cette enceinte pour avoir été boursier de l'UNESCO et pour ses travaux qui ont été bien appréciés dans tous les milieux scientifiques internationaux. Par son essence même, l'UNESCO a un rôle capital à jouer dans le développement des relations entre tous les peuples du monde, ce qui constitue le meilleur garant pour la compréhension et la paix universelle. Les jeunes États africains fondent beaucoup d'espoir sur elle pour les aider à résoudre les multiples problèmes qui se posent à eux dans le domaine de la science et de la culture. Sans minimiser ce que les puissances colonisatrices ont pu faire, il reste encore beaucoup à accomplir dans ce domaine pour lutter contre l'analphabétisme et faire épanouir complètement les valeurs humaines. Aussi, c'est animé par ce désir de compréhension dans le domaine de la science et de la culture que la République du Mali fait aujourd'hui son entrée dans la grande association internationale qu'est l'UNESCO. Elle y vient d'abord pour profiter de l'expérience des nations aînées et aussi apporter sa part de trésors culturels en vue d'une mutuelle compréhension sans laquelle il n'y a pas de paix possible. En attendant l'ouverture des prochains débats qui vont s'instaurer au cours de la présente Assemblée générale, vous nous permettrez cependant une petite digression en vous parlant de ce que fut le Mali antique, de ce qu'est le Mali d'aujourd'hui et de ce que nous voudrions que soit le Mali de demain dans le concert des nations. Le Mali d'antan fut un grand empire dont les historiens ont beaucoup vanté la richesse, l'organisation et la culture. Ses limites s'étendaient à la plupart des États d'expression français de l'Afrique occidentale et son rayonnement passant par l'Afrique du Nord s'étendait jusqu'en Europe. Il a contribué à l'introduction et à la diffusion de la culture arabe en Afrique noire. La République du Mali est une résurrection de ce passé glorieux et culturel. Autant l'Empire du Mali, de par sa position géographique, a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de l'Afrique noire, autant le Mali d'aujourd'hui a contribué à affermir une prise de conscience nationale africaine qui ne signifie pas antagonisme contre qui que ce soit. Pour cela, le Mali n'a fait que confirmer le fait que les valeurs spirituelles d'un peuple ne peuvent s'épanouir que dans le cadre de sa souveraineté nationale. Ces valeurs, nous les respecterons chez toutes les nations, mais nous entendons aussi que toutes les nations les respectent chez nous. Nous avons été nourris à la source de la culture française sans pour autant annihiler nos valeurs propres. Il y a quelques semaines, le président du gouvernement de la République du Mali, M. Modibo Keïta, dans un discours prononcé à Ségou, qui fut l'une des capitales des grands empires soudanais et demeure une école vivante des traditions africaines, a déclaré: ce qui restera de la présence française au Mali, ce sera sa culture. Cette culture enrichie de nombreux apports extérieurs est une culture plus universelle que nationale. Il n'est donc pas étonnant que des jeunes nations, avides d'universalité, adoptent le français comme langue officielle. Nous avons dit ce qu'était le Mali d'autrefois, ce qu'est le Mali d'aujourd'hui, ce que nous voudrions qu'il soit dans le domaine culturel et dans ses domaines propres,
C'est un centre pilote où la technique moderne élaborera la matière autochtone sans fausser son esprit, la base de notre âme et de notre humanisme. Bamako, capitale de la République du Mali, n'a-t-elle pas été durant ces 15 dernières années le lieu de rencontre où naquirent les idées maîtresses de l'émancipation africaine? La meilleure consécration que l'on puisse donner à ce rayonnement culturel du Mali est cette phrase du doyen des hommes politiques africains, j'ai nommé Maître Lamine Gueye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Chaque fois que l'Afrique s'est cherchée, elle s'est retrouvée à Bamako. Ce que fut donc Bamako pour les hommes politiques africains, nous voudrions que le Mali le soit pour tous les chercheurs africanistes du monde entier. Car toute idée partant du Mali, en raison de sa position centrale dans l'Ouest africain, a toutes les chances de s'étendre sur le reste du continent. Il n'y a donc pas terrain plus propice pour les expériences de l'UNESCO. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je terminerai mon propos à notre manière africaine en vous disant que la paix soit avec vous. Voici le texte intégral de la déclaration faite par M. Ampateba, chef de la délégation du Mali à l'UNESCO, à l'occasion des travaux de la conférence de la Commission des programmes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'appartiens d'une part à un pays qui n'a présentement aucune attache politique ni économique avec la France, et d'autre part, je suis membre d'une secte religieuse qui a eu à souffrir d'une certaine persécution de la part de l'administration coloniale française. J'ai donc bonne raison pour critiquer cette politique coloniale et la condamner. Mais la probité morale veut que j'élève ici, au nom de la vérité historique que défendra mon pays et du devoir humain auquel nous sommes attachés, une voix véhémente mais non passionnée pour dire que le colonialisme n'a pas été tout au long uniquement un tissu de torture, une trame d'injustice, une source intarissable de malheur pour les peuples colonisés. Il y a eu certes du mauvais, mais aussi, il faut le dire, il y a eu du bon. Comme toute institution humaine, temporelle ou religieuse qu'elle soit, le colonialisme, je n'attacherai pas à ces termes ni un sens haineux, ni un sens méprisant, a commis des erreurs, des fautes et même parfois des crimes odieux. Est-ce une raison honnêtement suffisante pour mépriser et enterrer froidement les biens moraux et matériels que la triste colonisation a tout de même promis par-ci, par-là? Le président de la République du Mali, M. Modibo Keïta, a dit dans un discours prononcé à Bamako, si le colonialisme est un mal, ce fut un mal nécessaire. Le régime colonialiste est mort dans beaucoup de régions. Il est en agonie très avancée dans d'autres. Il n'est donc plus cette bête noire et féroce d'antan. Si vous, Monsieur Leblanc, vous vous obstinez à trop nous rappeler ici les méfaits du colonialisme européen, c'est-à-dire les torts qui nous ont été causés par d'autres blancs, ne craignez-vous pas que nous ne tirions notre ligne de conduite de deux adages africains qui disent l'un, quand un taureau noir a tué ton oncle,
la sagesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire, même si elle était douce. Et l'autre, les belles fleurs de l'arbre de fiançailles donnent très tôt des fruits amers de la vie conjugale, c'est-à-dire que les promesses du prétendant amoureux peuvent ne pas être les réalités des faits à vivre par les mariés. Tant qu'il y aura le jour, tant qu'il y aura la nuit pour envelopper les hommes, il y aura auteur, il y aura le contre-pied de ce qui est auteur. Je souhaiterais donc pour ma part, et pour la part de mon pays, que le colonialisme soit enterré profondément et à jamais, mais qu'il le soit à la manière de mon pays, où la dignité et la correction font qu'on enterre une dépouille sans bruit et sans injure, fût-elle celle du pire des vampires. La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de ses tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, Monsieur Leblanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pupilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne ni une mitraillette qu'on tire, ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer de grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci. Nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que 2 et 2 font 7. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons avec votre permission. Soyez-en certains. Tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsenic ne puisse plus passer sous étiquette sucre en poudre. Je m'excuse beaucoup dans le cas où mes paroles dépasseraient ma pensée et feraient croire que je suis pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître. Nous sommes vos pupilles, je l'ai dit plus haut et je le répète ici. Il n'y a pas à en rougir. Nous sommes faibles d'économie et de culture moderne. Ce serait malhonnête de le cacher. Nous avons besoin de vous. Et vous voulez nous donner. C'est donc très simple. Mais le malheur est que vous vous battez autour de nous, à nous faire douter votre bonne volonté. Donnez-nous ce que vous avez à donner et laissez-nous apprécier le cadeau. Ainsi, après avoir été nos initiateurs à la science moderne, vous demeurerez nos aînés avisés et l'histoire de demain vous décernera le titre d'heureux donateur. Tout en félicitant le Brésil de sa résolution tendant à créer un institut de pathologie du livre, je me dois de dire que pour une bonne partie de l'humanité, je pense à toute cette humanité analphabète, il ne saurait être question de livres ni d'archives écrites à sauver des insectes, mais il s'agira d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort.
par la mort des traditionalistes qui en sont les seuls dépositaires. Ils sont, hélas, au déclin de leur jour. Ils n'ont pas partout préparé une relève normale. En effet, notre sociologie, notre histoire, notre pharmacopée, notre science de chasse et de pêche, notre géotechnie, notre agriculture, notre science de météorologie, tout cela est conservé dans des mémoires d'hommes s'usés à la mort et mourant chaque jour. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Puisque nous avons admis que l'humanisme de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. L'UNESCO peut, présentement avec quelque argent, combler la lacune. Mais dans quelques décades, tous les instituts et institutions du monde, avec tout l'or de la terre, ne pourront combler ce qui sera une faille culturelle éternelle, imputable à notre inattention. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de mon pays, la République du Mali, et au nom de la science dont vous êtes un éminent représentant et un vaillant défenseur, je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nibi. En tant que chef du département des activités culturelles du Mali, je remercie et félicite la commission de programme de ses activités. Je salue, au nom de mon pays et de son président, tous mes collègues de toutes les délégations et je formule de vœux ardents pour que l'UNESCO soit un Babel d'union des hommes en réplique à la tour de Babel d'où l'humanité se serait divisée et dispersée. Puisse notre époque inquiète, retrouver le chemin qui mène à l'entente, vraie base de la paix. Merci.